Vous êtes sur le podcast de Mappy Jauget ou Comment consulter en paix. Bonjour, bonjour. L'une des causes de surmenage chez les professionnels de santé, ce sont les ruminations qu'on a le soir et le week-end. Quels sont les objectifs thérapeutiques que je vais proposer à A? Qu'est-ce que je vais proposer comme type de support en séance A, B? Et pour le petit C, comment est-ce que je vais mettre fin à la prise en soin? Le thème et l'épisode d'aujourd'hui vont porter sur l'EBP, sur l'Evidence-Based Practice. Et je vais largement m'inspirer d'un MOOC qui s'intitule Psychologue et orthophoniste, l'EBP au service du patient, que vous trouverez sur funmook.fr, fun-mooc.fr, et qui a été réalisé par les admirables Sylvie Willem, Christelle Maillard, Tracy Martinez-Pérez et Nancy Durieux. Et je les remercie ici pour le travail absolument titanesque qu'elles ont réalisé sur ce sujet-là. L'épisode d'aujourd'hui sera une humble synthèse de leur travail à elles, mais je vous en parle parce que ça m'a hautement inspiré dans ma clinique. De quoi parle-t-on? Déjà, je vais vous inviter à définir ce que c'est que l'EBP. Donc, Evidence-Based Practice, en anglais, ça veut dire la clinique, la pratique fondée sur la recherche. En fait, c'est une démarche clinique. Les principes ont d'abord été développés côté médecine, et ensuite, ça a été implémenté côté psychologie et orthophonie. L'idée, c'est d'utiliser des sources d'informations différentes et complémentaires, et les auteurs du MOOC insistent là-dessus, complémentaires, pour prendre les meilleures décisions concernant les soins d'un patient qui, lui, est individuel. Chacun de nos patients est identique. 2 patients peuvent avoir la même pathologie, pour autant, chacun est identique. Dans le MOOC sont présentés 4 piliers. Il faut avoir en tête que, associé au mot pilier, en fait, vous pouvez vous dire chaque pilier est une source d'information. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais déjà vous développer en quoi consiste chacun des 4 piliers. Dans l'épisode suivant, je m'arrêterai plus précisément sur le pilier patient, parce que c'est celui qui a le plus révolutionné ma clinique et qui m'a le plus aidé à mettre le burn-out à distance en impliquant encore plus le patient. Mais on y reviendra dans l'épisode suivant. Là, nous parlons de 4 piliers. Quels sont-ils? Le premier, pilier recherche, qui consiste à aller chercher l'information. Le deuxième, pilier clinicien, qui consiste à prendre en compte votre expérience et votre expertise. Troisième pilier, le pilier patient, avec ses préférences, qui il est. Et quatrième pilier, le pilier contexte, qui revient à parler de l'univers et dans la société dans laquelle nous intervenons. Quel est le rapport avec nous en fait? Quel est le lien entre le BP? Parce que vous allez me dire, oui mais attends, le BP, quand on fait des recherches, quand on va se connecter sur PubMed, on se rajoute du travail, on n'est pas en train de limiter notre charge mentale. En fait, quand vous commencez à appréhender et à suivre la logique que vous propose le BP, ça vous permet de limiter votre incertitude, notamment d'un point de vue clinique. Vous savez vers quoi vous vous engagez, vous savez quel objectif thérapeutique vous posez, et donc vous diminuez vos doutes, vous diminuez vos syndromes de l'imposteur, vous diminuez tacitement vos risques de surmenage, vous diminuez aussi vos capacités à ruminer le soir, le week-end. Quand vous quittez le cabinet, il y a quelque chose de plus léger. Reprenons chacun des piliers un par un. Premier pilier, c'est le pilier recherche. C'est ce qu'on appelle evidence en anglais. Donc l'evidence-based practice, c'est vraiment la pratique que vous allez fonder sur vos recherches. De quoi parle-t-on en termes de recherche? Dans le MOOC, les 4 auteurs parlent de résultats qui soient valides et cliniquement pertinents. C'est ce qu'elles appellent les données probantes. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Vous allez me répondre, c'est bon, on a suivi 5 ans d'études à l'université, à la fac de médecine. On se forme grâce au DPC de manière annuelle. C'est bon, des informations, on en a. Mais ouais. Mais en fait, les recherches évoluent tous les jours. Les professeurs qu'on a eus à l'université, certains ont été excellents, d'autres peut-être un peu plus légers. Et pour cause, je le sais, je suis formatrice moi-même, je ne suis pas omnipotente. Et puis, les choses évoluent en fait entre le moment où vous sortez de l'université
et le moment où vous êtes face au patient. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment des données probantes pour faire des propositions cliniques aux patients. Et dans ce contexte-là, il y a 3 types de classements en fonction des résultats, en fait, qui ont été trouvés par certains chercheurs. Le premier classement, c'est tout ce qui va être études de cas, études de cohorte, les études randomisées. Randomisées, c'est-à-dire où vous prenez les patients au pif, en fait, sans cohorte préétablie. Le deuxième classement, c'est tout ce qui est synthèse et les clinical guidelines, donc des guidances cliniques. Et le troisième classement, ce sont des synthèses cliniques ou des guides de pratique clinique. Pourquoi je vous parle de ces 3 niveaux de classement ? Parce que les 4 auteurs dans le MOOC insistent sur le fait que à chaque niveau correspond un niveau de fiabilité et un niveau d'implication qui diffère. Ça rend les choses un peu plus laborieuses pour savoir est-ce que la source que vous avez entre les mains est fiable ou pas. En revanche, là où je suis vraiment dithyrambique sur ce MOOC, c'est que les auteurs prennent le temps de vous expliquer comment effectuer vos recherches et comment vérifier si elles sont fiables ou pas et adaptées ou pas à votre clinique et à votre patient. Donc, je vais être transparente avec vous. Au début, ce pilier-là est vraiment laborieux. En revanche, les auteurs prennent vraiment le temps de disséquer, de vous accompagner. À l'intérieur du MOOC, ce sont des tutos complets pour vous inviter à utiliser PubMed et à aller chercher de l'information là où elle est. Et elles insistent sur le fait que c'est bien à nous cliniciens, d'évaluer si les données qu'on a trouvées, ensuite, est-ce qu'elles sont applicables ou pas à ce que nous sommes en train de vivre là, cliniquement, en rendez-vous avec notre patient. Mais ce que je trouve pertinent, malgré le côté laborieux, c'est que vous allez chercher des informations qui vont être à jour, qui vont être pertinentes, qui vont peut-être vous permettre de réfléchir différemment de ce que vous avez appris auparavant, et surtout qui vont participer à réduire votre syndrome de l'imposteur, parce que vous aurez les dernières recherches en tête. Il y a quelque chose où vous allez vous appuyer sur les chercheurs, sur la recherche. Et ça, c'est parfaitement apaisant. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le pilier clinicien. Puis clinicien, c'est qui ? C'est vous. Quelle que soit votre pratique, que vous soyez orthophoniste, kinésithérapeute, que vous soyez orthoptiste. L'idée, c'est que dans le MOOC est mis en perspective le fait que notre expertise, elle requiert une forme de prise de conscience quant à nos propres limites. Nous restons des êtres humains et du coup, ça va impacter la remédiation ou la prise en soin pour le patient. Mais ce sont aussi de bonnes choses, c'est-à-dire on a tous une expertise, on va dire déjà interpersonnelle. Notre tempérament, notre savoir-être. Est-ce qu'on a plutôt de l'allant pour accueillir le patient ou est-ce qu'on a une forme de réserve ou de timidité ? Nous avons aussi une expertise scientifique. La théorie, est-ce qu'elle nous a été donnée dans tel ou tel lieu de formation ? Notamment en orthophonie, chaque centre de formation a un peu sa spécialité. Moi, j'ai eu la chance de faire ma première année à Lyon et de faire la suite de mon cursus à Paris. Les deux, ce sont des grosses promotions, très orientées neuro, très orientées vers ces patients-là. Donc, j'ai forcément un prisme sur ce type de prise en soin. Et puis, notre expertise, on va aussi l'affiner en fonction des formations continues que nous suivons année après année. Dans l'expertise clinique toujours, avoir connaissance du contexte. Par exemple, moi quand je prends en soin un patient en ORL, très rapidement je peux réorienter vers les anciens services hospitaliers où j'ai travaillé. Et ça fait du lien. Encore la semaine dernière, je rappelais ma collègue Magali en me disant « j'ai tel patient, pelviglossomandibulectomie, je pense que j'ai tout en tête, mais est-ce qu'on peut faire un petit point ?» C'est très très rassurant de pouvoir dire au patient « là, moi je suis arrivé à mes limites, allez donc à tel hôpital ». Ou alors de maintenir la prise en soin en ville, mais en s'appuyant sur le contexte hospitalier. Et puis dans l'expertise clinique toujours, il y a votre propre raisonnement. Est-ce que vous faites partie des personnes qui posaient des objectifs, qui les hiérarchisaient, qui planifiaient le traitement ? À quelle fréquence on se voit ? Pendant combien de temps ?
comment est-ce qu'on organise les 50 ou les 100 séances qui nous sont allouées sur l'ordonnance? Est-ce que déjà on utilise l'intégralité des séances de l'ordonnance? Ça, c'est le pilier clinicien. En quoi est-ce qu'il va vous aider à limiter le burn-out? En fait, si vous passez votre temps à vous imaginer que vous êtes Superman ou Superwoman, par définition, vous partez déjà dans le mur. Admettre vos limites, prendre conscience que vous ne pouvez pas tout, et en parler tout simplement avec le patient, en fait, ça diminue de beaucoup le poids que vous portez sur vos épaules. Vraiment, sincèrement. Ça vous permet d'admettre que vous faites du mieux que vous pouvez. Et ni plus, ni moins. Et c'est déjà énorme. Le troisième pilier, c'est le pilier patient. Donc, bien sûr que dans ce pilier-là, il y a les caractéristiques du patient, c'est-à-dire ses symptômes, les diagnostics qui ont été posés par la sphère médicale. Mais pas que. L'idée, c'est de pouvoir accompagner aussi les valeurs, les préférences du patient, ses objectifs de vie. Encore cette semaine, j'accompagnais une patiente, celle dont je vous parlais là il y a une seconde, en ORL, et j'évoquais le fait de éventuellement se faire réhospitaliser. Et tout de suite, elle me dit non, mais en fait, ma dernière hospitalisation, ça a été de la maltraitance. Donc non, moi je ne retourne pas à l'hôpital. Voilà, le discours patient, sur ce point de vue-là, il a été parfaitement clair. J'ai suggéré, j'ai proposé une idée, ça a été refusé de suite. Bon, on va s'adapter, avec les limites et les contraintes. Et au moins, on a pu en parler. Toujours dans le contexte patient, dans son pilier, bien prendre en compte la culture du patient, et notamment la culture religieuse. Si vous avez un patient qui est d'obédience musulmane ou chrétienne, ça peut impacter très fortement ses croyances, sa manière de voir les choses. Essayez aussi d'interroger votre patient sur ses valeurs. Qu'est-ce qu'il attend du soin? Quelle qualité de vie il souhaite? Là, si on reprend l'exemple de cette patiente, sa qualité de vie, elle passait sur le fait de rester chez elle, même si parfois, ça peut entraver un tout petit peu la qualité du soin, parce qu'on est moins nombreux, parce qu'on passe en ville, parce qu'on est forcément un tout petit peu moins coordonnés que si on était tous au même endroit. Donc, elle a bien de l'orthophonie, elle a bien de la kiné, elle a bien tout ça, mais tout ça en ville, c'est forcément un peu plus fragile, on va dire. Et puis dans le pilier patient, au niveau du MOOC, les auteurs insistent sur l'autodétermination. Elles insistent sur le fait que c'est le patient qui pose les choix thérapeutiques. Et ça, vous verrez que quand vous commencez à le mettre en place au sein de vos rééducations, en fait, c'est hyper soulageant pour tout le monde. Parce que le patient, il est acteur, il se sent écouté, il se sent investi, il se sent libre, il pose ses propres choix, il est responsable en fait, c'est sa santé. Et pour vous, c'est particulièrement allégeant parce que ça vous fait tout ça de responsabilité en moins. La prise de décision, elle est collégiale. D'autres points dans ce pilier patient, c'est d'arriver à faire d'une force toutes les grandes insatisfactions du patient. Qu'est-ce qu'il frustre, qu'est-ce qu'il gêne? C'est la base, c'est la plainte. Ça, pour le coup, on nous l'a martelé pendant toutes nos études. Appuyez-vous sur la plainte du patient. Ça en devient une force. Quelles sont ses aspirations, ses espoirs, ses ressources? Et quand je dis ressources, ressources financières, mais pas que. Ressources cognitives, d'implication. Ce pilier-là, j'en ferai un épisode complet pour vous dire à quel point, en l'utilisant, en prenant conscience, il a pu changer ma pratique. Et puis le quatrième et dernier pilier, c'est celui du contexte. Et celui-là, il m'a aussi beaucoup libérée parce qu'en fait, si on n'y réfléchit pas, on part consulter tous les matins la tête dans le guidon. Parfois, on se retrouve en souffrance et on ne comprend pas pourquoi. Mais en fait, une fois que c'est dit, c'est une évidence. Bien sûr qu'on travaille en fonction du cadre dans lequel on évolue. Le premier exemple, si vous vous êtes bien rendu compte que en mars 2020, à partir du moment où on vous dit il y a le Covid, on se confine, vous fermez vos cabinets, un peu que le contexte, il a eu un impact à commencer par mes finances, mais aussi sur ma clinique.
Certains collègues sont passés en téléorthophonie, d'autres pas du tout. Enfin, ça a complètement impacté votre quotidien. Affinons un tout petit peu ce pilier. Le contexte, ça va être par exemple les influences professionnelles. Par exemple, l'idée que un trouble puisse changer de nom, et ça fait évoluer la perception qu'on a de ce trouble-là. D'accord ? Quand vous parlez d'autisme, quand vous passez d'autisme à TSA, qu'on le veuille ou non, ça fait évoluer les mentalités. Dans le contexte, on parle aussi de soutien politique ou pas, de lobby. Est-ce que votre métier est un métier fort ? Est-ce que les orthophonistes s'impliquent ? Est-ce qu'elles sont présentes sur la scène politique et médiatique ? Un autre point sont les climats sociaux. Est-ce qu'on est comme l'année dernière avec une grève des éboueurs à Paris qui crée de la tension ? Mais aussi quelles sont les croyances, les valeurs, les coutumes, les pratiques au sein de notre société à nous. Dans le pilier contexte, on réfléchit aussi aux différentes infrastructures locales. Est-ce que vous êtes épaulé par justement des hôpitaux, des CAMS, des CESAD ? Est-ce qu'il y a du transport qui permet de vous amener vos patients ? Est-ce qu'il y a Internet chez tous les patients où vous consultez ? Ce n'est pas la même chose de travailler dans le 9-3 ou à Paris 16e. Un autre point, c'est tout ce qui est cadre juridique, politique, notre propre convention. Mais aussi le climat relationnel. Nous, notre profession, quelle relation entretenons-nous déjà avec les confrères, kinés, orthoptistes, mais aussi par exemple avec les enseignants ? Est-ce que ça se passe bien ou est-ce que c'est tendu ? Et enfin, 2 derniers points, toujours dans le pilier contexte. Quelle est la caractéristique de la population que vous ciblez ? Par exemple, quelles sont les croyances, les préférences ? Si par exemple, vous allez viser des patients qui sont illettrés, c'est une culture à part entière. Quand vous travaillez avec des personnes qui présentent une surdité, les personnes qui communiquent en LSF, c'est aussi une culture à part entière. Et puis le dernier point, c'est le contexte économique et le financement des soins. Nous, le fait orthophoniste d'être conventionné, le remboursement des frais, impacte forcément sur la liste d'attente qu'on a au cabinet. On voit bien chez les collègues neuropsychologues qu'il y a un peu de poids de mesure. Soit vous voulez un bilan qui soit rapide, et dans ces cas-là, vous allez avancer et vous passez dans le privé. Soit vous avez peu de moyens, vous souhaitez que ce soit pris en charge par la collectivité, vous allez dans le public. Il y aura peut-être même une dispense d'avance de frais, mais par contre, il va s'agir de patienter. Donc ce contexte économique et financier, il impacte aussi la clinique et l'accompagnement du patient. En fait, vous le faites tacitement, sans même vous en rendre compte. À nouveau, ce dernier pilier, pourquoi est-ce qu'il va vous alléger la charge mentale ? Pourquoi est-ce qu'il va diminuer vos ruminations ? Parce qu'à nouveau, si vous nommez, si vous avez conscience de ce qui se passe, vous vous sentirez moins responsable de ces éléments-là. Vous allez les prendre comme des éléments objectifs de la prise en soin et de l'accompagnement. Vous n'allez pas forcément vous les approprier comme une contrainte personnelle. Non, ça reste une contrainte personnelle du patient. Ça n'empêchera pas de prendre des décisions qui soient collégiales et mutuellement acceptables. Un dernier point sur ces 4 piliers et qui est fondamental, c'est que les auteurs insistent sur le fait que ces 4 piliers ont le même poids dans la prise de décision. C'est-à-dire que chaque pilier est une source d'information et qu'il s'agit de mettre ces 4 piliers à poids égal dans une décision qui sera prise de manière collégiale par le patient et le thérapeute. Ces 4 piliers, je vous ai déjà dit sur chacun d'eux, pourquoi est-ce qu'ils permettent de vous alléger cognitivement ? En fait, ils vous facilitent le fait d'avoir une charge mentale qui est proche de 0. Sur le pilier recherche, c'est parce que vous êtes sûr de votre coup, vous êtes allé rechercher ce qu'il y a de plus pertinent pour le patient. Dans le pilier clinicien, parce que vous vous appuyez sur qui vous êtes au lieu de le nier. Dans le pilier patient, à nouveau, parce qu'on s'appuie sur les préférences, sur les choix, sur les envies ou les besoins du patient, et il n'y a que lui qui peut le dire. Et sur le contexte, parce qu'une fois qu'on le prend en compte, c'est beaucoup plus simple plutôt que de se battre contre ce qui nous arrive au niveau social et politique.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, vous avez 2 possibilités. Abonnez-vous à ce podcast ou bien venez me rejoindre pour une journée de formation en présentiel sur le thème « S'écouter pour savoir communiquer ». La prochaine formation sur ce thème aura lieu vendredi 9 février 2024. Pour les inscriptions, rendez-vous sur orthoptimiste.fr. Bonne journée.